Bah, je m'en fiche de pas avoir de foyer, car si je n'ai pas de rond dans ma poche, au moins je n'ai pas terme à payer. Disait alors Jules Jouy, poète et chansonnier de Montmartre, qui, avec une facilité prodigieuse, écrira pendant 20 ans, dans les années 1880, poèmes et chansons sur le petit peuple précaire et rebelle du Paris populaire. Bonjour. Le village de Montmartre, blotti sur les hauteurs de la butte, fut pendant longtemps, aux yeux des Parisiens, un quartier exotique de la capitale, peuplé de peintres, de musiciens et de poètes, figures toujours extravagantes, que côtoyait une multitude de personnages pittoresques, mais aussi de prostituées, de souteneurs et autres déclassés de la société, dans des fermes et guinguettes immortelles comme le lapin agile ou le moulin de la galette. Toute la nuit, à cette population interlope se joignaient des nuées d'étrangers et des bourgeois respectables amateurs de plaisirs inconnus et qui venaient s'encanailler. Jules Jouy sera chanté en 1883 par Paulus, la grande vedette de l'époque, et il écrira plusieurs chansons à succès pour Aristide Bruant, qui, en 1905, rachètera les murs du Lapin Agile, dont il était un client régulier et fidèle, afin d'éviter qu'il ne soit détruit lors du nivellement de la rue Saint-Vincent. Cette simple guinguette, à l'origine, était fréquentée par les plus grandes figures du monde artistique et des lettres, de Carandache et Courteline à Verlaine, Renoir et Alphonse Allais, et des centaines d'artistes s'y produisaient. En 1903, Frédéric Gérard, dit Frédé, reprit le lieu en s'écriant « Et maintenant, on va faire un peu d'art !» Frédé était un personnage typique, fort bien décrit par Pierre Macorlan. Il était toujours coiffé d'un bonnet rouge noué derrière la nuque à la manière des pêcheurs du Sud. Les spectateurs du Lapin Agile connaissaient les risques de ce singulier cabaret emblématique du quartier, l'une des plus célèbres enseignes de Paris. Il était en effet très souvent le cadre de batailles rangées où les revolvers avaient leur mot à dire. Mais c'est aussi au Lapin Agile que furent montés les plus superbes et les plus incroyables canulars de cette époque héroïque. Un homme s'illustra à merveille en 1910 dans ce domaine de la supercherie géniale. Un homme qui menait alors une vie de bohème et fréquentait assidûment Montmartre et le quartier latin avant de devenir un écrivain célèbre, Roland d'Orgelès, auteur de l'un des plus beaux romans écrits sur la Première Guerre mondiale, Les Croix de bois, qu'il publiera en 1919 et qui fut président de l'Académie Goncourt de 1954 jusqu'à sa mort en 1973. Plus tard, il évoquera toujours avec nostalgie la magnifique bohème de 1910, dont le Lapin Agile était le forum. Parmi les plus mémorables canulars qu'il monta à cette époque, notamment avec son ami André Warnaud, dessinateur et critique d'art, afin de se moquer de certains courants artistiques qui surgissaient à tout instant, et de ceux qui aussitôt s'en faisaient les laudateurs, le plus réussi fut celui du tableau « Et le soleil s'endormit sur l'Adriatique ».
L'antagonisme régnait alors entre les artistes d'avant-garde, désignés sous l'appellation méprisante de bande à Picasso, et les traditionalistes réunis autour de Dorgelès, adversaire acharné de la peinture abstraite. Dorgelès et ses amis accrochèrent un pinceau à la queue de Lolo, l'âne de Frédéric Gérard, avec sa complicité, et ils firent en sorte que celui-ci l'agite sur une toile en présence d'un huissier qui nota tout sans se départir de son sérieux. Cette toile fut ensuite présentée comme étant l'œuvre d'un artiste italien jusque-là inconnu, un certain Joachim Raphaël Boronali. Par ailleurs, théoricien de nouveaux mouvements artistiques, l'excessivisme, et adressée au Salon des Indépendants, où elle fit aussitôt sensation et fut saluée par la critique unanime. Boronali était en fait l'anagramme d'Ali Boron, l'âne de La Fontaine, dans sa fable Les voleurs et l'âne. Lorsque Roland d'Orgelès révélera la supercherie, constat d'huissier à l'appui, le succès du tableau ne fit que s'amplifier, et tout le monde voulut voir le tableau d'un âne. Et parmi la foule des curieux, un amateur fortuné se l'offrit même pour la coquette somme de 500 francs. Dorgelès et ses amis, à travers ce remarquable canular, se rattachaient à une tradition typiquement montmartroise, la fumisterie, qui fit le lien entre les humoristes des cabarets et l'avant-garde des années 1900, dont l'œuvre savoureuse de l'excellent Alphonse Allais inspirera par son humour subversif les surréalistes comme André Breton et Marcel Duchamp. Dorgelès en expliquera dans le journal satirique Fantasio, précisant qu'il voulait seulement montrer aux niais, aux incapables et aux vaniteux qui encombrent une trop grande partie de cette exposition, le Salon des Indépendants, que l'œuvre d'un âne, brossée à grands coups de queue, n'est pas déplacée parmi leurs œuvres. Leurs œuvres qui insultent par leur présence les propres artistes, Paul Signac, Paul Sérusier et d'autres. La fréquentation du lapin agile connaîtra un nouveau rebond dans les années suivantes, mais cette époque insouciante prendra fin en août 1914 avec la guerre et le départ pour le front de nombreux habitués de ce lieu dont beaucoup ne revinrent pas. Avec l'âge, Frédé se retira avec son âne Lolo dans une petite maison près de Saint-Cyr-sur-Morin, en Seine-et-Marne. Mais il semblerait que Lolo, alias Ali Boron, ne supporta pas sa nouvelle vie de retraité et qu'il se suicida dans le petit Morin, une rivière qui coulait au bout du champ. Frédéric Gérard, quant à lui, décédera en août 1938. En 1922, Aristide Bruant revend le lapin agile au fils de Frédé, qui, selon le témoignage d'André Salmon, se révéla être le meilleur interprète du répertoire de l'immortel auteur et interprète de Alaga Saint-Lazare et de Nini Potchien, qui avait été son professeur de chant. Aujourd'hui encore, le lapin agile, où se rencontrèrent en 1950 Léo Ferré et le guitariste Alexandre Lagoya, et où débutera 5 ans plus tard, d'abord en tant que poète, Claude Nougaro, reste un cabaret très vivant et chaleureux
où sont organisées régulièrement des veillées au cours desquelles se produisent chanteurs et humoristes. Et le souvenir de Lolo et de Frédé reste encore bien vivant. Je vous remercie.